Bonjour et bienvenue sur ce vidéo podcast de l'Institut PIPSI, Institut pour la pratique et l'innovation en psychologie appliquée. Vos hôtes aujourd'hui sont moi-même, David Watson, directeur design innovation et formation à l'Institut PIPSI. Je suis thérapeute et chercheur en technologie appliquée aux thérapies cognitives et comportementales. Avec moi, mon collègue le docteur François Vialat, directeur général de l'Institut PIPSI, docteur en neurosciences et psychologue clinicien, expert en thérapie cognitive et comportementale. Bonjour François. Bonjour. Le format de ce vidéo podcast est simple. Nous vous proposons à chaque fois un thème bien particulier pour lequel nous invitons un ou plusieurs experts pour discuter avec nous pendant une trentaine de minutes sur un sujet abordé. Nous discuterons avec eux autour de 3 à 6 questions afin de vous éclairer scientifiquement sur des mécanismes en jeu et de vous donner quelques conseils et quelques idées pour améliorer la qualité de vie pendant et après le confinement et dans la vie en général. Le thème d'aujourd'hui est assez important, il nous touche tous. C'est l'impact du confinement Covid-19 sur le sommeil. Selon un sondage IFOP, 74% des adultes rapportent des problèmes de sommeil et la moitié des sondés estiment que les troubles sont apparus avec le confinement. Notre invité aujourd'hui et notre expert aujourd'hui, c'est Monsieur Thierry Galopin, docteur en neurosciences, maître de conférences en physiologie à Paris. Et Thierry est un expert en sommeil, non pas qu'il dort beaucoup, mais plutôt qu'il est particulièrement expert en neurophysiologie du sommeil. Bonjour à tous. Bonjour Thierry, vous allez bien ? Je vais bien, oui, je suis ravi d'être avec vous pour répondre à ces questions importantes pendant cette période de confinement, effectivement. D'accord. Alors, la première question, Thierry, en 2 mots, comment fonctionne le sommeil ? Alors déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que le sommeil, c'est vraiment quelque chose de vital. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'est vraiment nécessaire à toutes nos fonctions physiologiques. On passe un tiers de notre temps à dormir. À 75 ans, on aura passé 25 ans à dormir et 5 ans à rêver. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et alors comment fonctionne le sommeil ? Si on passe tellement de temps à dormir, c'est vraiment que c'est important. En fait, la science a cherché à comprendre depuis très très longtemps le rôle du sommeil, et puis on a perçu aujourd'hui, on a quelques explications maintenant, mais on n'en est qu'au balbutiement. Ce qu'on sait, c'est que le sommeil va être vraiment important en fait, pour comprendre les fonctions du sommeil. On peut regarder un petit peu finalement quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil. Et on va comprendre un petit peu comment ça fonctionne à partir de là. On sait que, par exemple, quand on manque de sommeil, on a une diminution de la vigilance, de la somnolence. Ça crée des accidents de la route, d'accidents du travail, par exemple. On sait que ça va diminuer nos performances au travail, diminuer la productivité, ça va diminuer notre mémoire, ça va diminuer notre capacité à avoir une humeur adaptée. Donc, on a des changements d'humeur, on a une augmentation du stress, de l'anxiété. Puis, à long terme, on peut créer des problèmes d'obésité, de diabète de type 2, par exemple, des maladies cardiovasculaires, une diminution du système immunitaire. Donc, en plus, c'est tout à fait d'actualité en ce moment. Donc, il faut absolument bien dormir en ce moment pendant cette période de confinement, parce que sinon, on ne peut pas lutter contre le Covid-19. Et puis, également, on va jouer sur les dépressions. Donc, c'est important de dire ça. J'avais envie de vous dire ça parce que il faut vraiment prendre au sérieux son sommeil pendant le confinement. Comment ça fonctionne ? Très, très brièvement, ça fonctionne. Le sommeil, on a plusieurs stades de sommeil. On a 2 grands stades de sommeil, le sommeil à ondes lentes et le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est quand on rêve. Quand on a 80% de nos rêves. Et puis, on passe donc de plusieurs stades de sommeil lent à un stade de sommeil paradoxal. Et puis, on fait ça 4 à 5 fois dans la nuit. Donc, on a des cycles qui durent à peu près 90 minutes. Il y a plusieurs facteurs qui permettent de modifier ou de faire évoluer ou de stimuler ou inhiber cette alternance des cycles de sommeil. On a 2 processus, pour être très très simple. On a un processus qu'on appelle circadien, donc c'est notre horloge biologique, notre horloge interne dans le cerveau qui est dictée sur le rythme jour-nuit, sur la température, sur plein de facteurs qui peuvent être externes, mais on a cette horloge biologique qui nous dit à quel moment on doit être réveillé et à quel moment on doit dormir. Et puis, on a un processus que l'on appelle
homéostatique, mais c'est un processus qui caractérise la pression de sommeil, en fait, qui s'accumule tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'au début de la journée, on a une faible pression, et puis tout au long de la journée, on augmente cette pression et on accumule des substances qui sont des dérivés de l'activité de notre cerveau et qui vont favoriser l'endormissement. Et tout ça, c'est dicté par des gènes aussi, on a des prédispositions, on n'est pas tous égaux par rapport au sommeil. Et puis tout ça, c'est aussi influencé par des facteurs externes qui sont la nourriture, les substances qu'on va prendre, la caféine, la nicotine, des drogues ou autres, la température extérieure, le niveau de stress que l'on a, l'activité sociale que l'on peut avoir, l'exercice physique que l'on a, et puis les siestes que l'on peut avoir. Voilà comment un peu le sommeil un petit peu peut être influencé. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Thierry, qui est que sur le tableau que tu avais brossé, il y a aussi les troubles de l'attention. Et effectivement, chez les enfants ou les adultes qui souffrent de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de TDAH, on retrouve très très fréquemment des troubles du sommeil qui ont bien évidemment un impact sur les mécanismes attentionnels et la capacité à se concentrer. Et puis aussi, dans la littérature scientifique, plusieurs chercheurs se sont posé la question des liens existants entre les troubles du sommeil d'une part et les pathologies psychiatriques en général d'autre part et les pathologies neurodégénératives. Je pense en particulier à la maladie d'Alzheimer. Bien sûr. Oui. Alors, on va passer à une autre question. Est-ce que le confinement peut dérégler notre rythme circadien et avoir des conséquences assez graves sur notre sommeil et sur notre qualité de vie? Oui, effectivement, le confinement, ça peut vraiment avoir des effets et venir perturber le bon fonctionnement, en particulier, c'est pour ça que je le citais avant, de notre horloge biologique. Parce que justement notre horloge va être complètement désynchronisée. En fait, le plus important, je dirais même, c'est pas forcément le confinement, mais c'est de préparer le déconfinement. C'est-à-dire de ne pas trop se désynchroniser, de désynchroniser nos rythmes biologiques, parce que sinon, quand on va reprendre une vie normale, entre guillemets, on va être dans un décalage horaire énorme et on va avoir beaucoup de mal à se réadapter à la vie. Et donc, du coup, on va créer des problèmes. Et puis, pour des personnes qui ont déjà des difficultés de sommeil, eh bien, on va les aggraver. Mais le point limitant, en fait, c'est l'absence de cadre pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant la journée, eh bien, si on a la chance d'avoir un balcon, d'avoir un jardin, qu'on peut s'exposer à la lumière naturelle, ben là, c'est super. Mais il y a des personnes qui vivent dans 18 mètres carrés, dans des studios en région parisienne ou dans des grandes villes, où la lumière est très faible, et donc l'horloge biologique, elle se synchronise sur la lumière du soleil. Et donc, c'est vraiment important. Donc, il faut essayer de s'exposer à la lumière. Et puis, cette désorganisation finalement de notre activité, parce qu'on est peu stimulé, ça va engendrer des mauvaises habitudes aussi. On va faire des grasses matinées, ça c'est ce qu'il y a de pire. On va faire des longues siestes, donc ça va diminuer notre pression de sommeil, comme je vous disais tout à l'heure, et du coup, ça va décaler nos horaires de coucher, d'endormissement, et on va développer des décalages de phases circadiennes, voire même développer des insomnies. Oui, effectivement, c'est quelque chose, je voulais rebondir sur ce que tu es en train de dire, Thierry, qu'on observe beaucoup en ce moment. Par exemple, il n'y a plus l'alternance entre la semaine et le week-end avec le confinement. Donc, les gens sont en perte de repères, ils ne savent plus trop où se situer. Et beaucoup des patients qui consultent au sein de l'Institut, par exemple, ont des difficultés, décalent leur rythme de sommeil et ne savent plus trop où ils en sont. Et puis, je pourrais rajouter aussi, si je peux, il y a aussi une augmentation de l'anxiété ambiante qui est pendant cette période-là. Donc, en fait, l'idée, c'est de couper tout l'accès aux télévisions et aux infos. Il faut faire une grève, une diète de l'info, parce que ça augmente l'anxiété ambiante, même si c'est complètement inconscient, mais on l'entend. Et surtout, il y a une anxiété sur la crise sanitaire elle-même et sur la crise économique qui va arriver après. En sortant du confinement. Et puis le confinement lui-même, il est stressant parce qu'on doit gérer aussi une promiscuité avec non habituelle, avec son conjoint,
avec ses enfants, il faut s'occuper, il faut faire l'école, il faut faire du multitâche. Et donc ça augmente le niveau de stress. Et quand on est trop stressé, on augmente nos systèmes d'éveil, notre cortisol, et on a des difficultés de sommeil. Et on peut effectivement développer des insomnies, en plus même de la désynchronisation avec notre horloge biologique. Oui, c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre par exemple dans le stress post-traumatique, où il y a un dérèglement du système orthosympathique qui fait que les patients ont des troubles du sommeil et dorment très mal. Et effectivement, quand on est dans cette situation de confinement, avec une augmentation du stress, on peut se retrouver avec les mêmes mécanismes qui vont faire que le sommeil sera de moins bonne qualité et qu'on aura tendance à plus facilement faire des cauchemars ou alors se réveiller au milieu de la nuit sans raison. Alors, Thierry et François, quels sont les signes pour les auditeurs qui nous écoutent? Quels sont les signes du dérèglement? Comment est-ce qu'on peut… Bon, déjà, on doit le savoir si on n'a pas dormi la nuit, mais peut-être… ou alors, quelles seraient les choses à faire pour justement bien dormir Déjà, le soir? on va très vite être conscient des signes. Enfin, il faut être un peu sensible à ces signes-là. C'est quand on va commencer à manquer d'énergie, manquer de vigilance, commence à avoir des problèmes de mémoire aussi, des troubles de l'humeur. On commence à devenir un peu plus agressif, un peu plus soupe au lait, comme on dit. Et puis, on peut favoriser aussi justement des symptômes de dépressifs un petit peu. Et lorsque il y a aussi le fait de quand on sent qu'on se force à rester éveillé le soir, parce qu'on a envie de faire plein d'autres choses, etc. On n'a pas vraiment de choses, de deadline importantes le lendemain matin. C'est problématique parce que ça va augmenter, ça va élever notre niveau de cortisol qui normalement devrait diminuer à l'arrivée de la nuit. Donc on va commencer à jouer sur ces problèmes-là aussi. Et puis et il y a aussi le dérèglement des prises de repas. Souvent, pendant le confinement, on va manger à 3 heures de l'après-midi parce qu'on s'est levé plus tard. On va manger le soir à 22 heures. Et donc il faut faire attention parce qu'on va avoir un dérèglement aussi de notre horloge biologique, je l'ai déjà dit, mais aussi notre métabolisme. Parce on va dérégler complètement le métabolisme de nos sucres. On va donc augmenter, je vous invite à monter sur votre balance après le confinement, ça peut être intéressant. Et puis, ça peut jouer aussi sur le dérèglement hormonal des hormones de la satiété et de la prise alimentaire. Parce qu'on va dérégler complètement ça. Donc ça, on a des signes quand même qui vont arriver dans le fait de se décaler complètement par rapport à nos habitudes actuelles en particulier. Oui, et puis pour les parents qui nous écoutent, il y a aussi des signes qu'on peut observer chez nos enfants. Si vos enfants sont particulièrement irascibles, s'ils ne tiennent pas en place, s'ils vous envoient leur cahier à la figure quand vous leur dites qu'ils doivent aller faire leurs devoirs, ça peut être indicateur, non pas du fait qu'ils ont un sale caractère, mais du fait qu'ils manquent de sommeil. Mmh. Et d'ailleurs, si je peux, en parlant des enfants, peut-être qu'on pourrait en parler aussi. Il faut savoir que en 50 ans à peu près, on a tous entendu ça, on a perdu 1h30 de sommeil. Et il y a une statistique alors je me souviens plus c'était, je sais pas si c'est un sondage vers 2010 à peu près, entre 86 et 2010, on a perdu 18 minutes, d'accord, de tout âge de sommeil, mais les ados de 15 à 18 ans ont perdu 50 minutes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 40% des adolescents qui sont en dette de sommeil. Et on sait que les adolescents, ils sont en plein développement de leur cortex préfrontal, ils sont en plein apprentissage à l'école. Et donc, un manque de sommeil, comme je vous ai cité au début, certaines fonctions du sommeil sur la mémorisation, etc., c'est un vrai problème. Il faut absolument que les parents soient vraiment sensibilisés au fait que il faut timer, il faut un petit peu faire preuve d'éducation dans l'hygiène du sommeil de leur ado, quoi. Oui, d'ailleurs, Oui, il y a une recrudescence d'utilisation des tablettes, téléphones et ordinateurs qui augmente bien sûr l'exposition à la lumière bleue des écrans et bien sûr va dérégler aussi le cycle circadien et ainsi de suite. et puis quand on parle des adolescents, il y a le fait que biologiquement, à cause de la puberté, les adolescents ont une montée d'éveil en soirée qui fait qu'ils ont une tendance à vouloir se coucher tard, qui est inné, qui est quelque chose de biologique, mais qui n'est pas compatible avec les rythmes de vie modernes. Et malheureusement, les réseaux sociaux, les jeux vidéo multijoueurs, ce genre de choses, font qu'ils auront tendance à se retrouver entre adolescents en soirée.
ce qui va renforcer cette tendance naturelle et aggraver les risques de manque de sommeil. Ouais, Et puis, non, je voulais juste rajouter sur ça, en période de confinement aussi, les jeunes, souvent, ont tendance à tout faire dans leur lit parce qu'ils ont leur chambre. Donc, ils font tout dans leur lit, ils travaillent, ils peuvent manger, ils vont lire, ils vont échanger sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ça, ça va développer des conditionnements pavloviens classiques de lien entre le fait de dormir, le fait d'être sur son lit, d'être dans sa chambre, et le fait de faire plein d'autres choses qui sont autres que de dormir. Et c'est comme ça qu'on peut débuter des insomnies. Absolument, oui. Mais la surexposition aux technologies, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on essaye de s'échapper, on ne peut pas sortir. Pour certains, beaucoup de gens vivent en appartement. Sortir, ça peut être un problème. Et on se réfugie systématiquement dans des choses qui nous soulagent de ce stress. Et on arrive en fin de soirée, on est physiquement peu épuisé, mentalement stressé et sûrement superchargé en sucre, ce qui fait que l'heure du sommeil est très très loin et on se retrouve avec des gens, j'ai des patients qui me disent qu'ils ont leurs enfants qui se couchent à 2 heures, 3 heures du matin en ce moment. Donc un dérèglement total. Alors justement, ce qui m'amène à poser la question, comment on va y remédier et préparer pour le retour à la vie normale? Alors, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une hygiène de sommeil à la base. Donc, il y a des problèmes d'insomnie ou des problèmes de sommeil qui peuvent arriver où, effectivement, nécessite un accompagnement parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Ou souvent quand l'insomnie, par exemple, est devenue un peu chronique. Hein. Si des personnes qui avaient des problèmes de sommeil, pendant le confinement, très certainement que ces problèmes de sommeil se sont aggravés. Donc là, effectivement, il faut essayer d'être accompagné parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. Mais en règle générale, ce qu'il faut, c'est absolument se poser la question, régler son problème de l'environnement déjà de son lieu de sommeil. C'est-à-dire à quoi sert la chambre. Il faut que la chambre, ça soit un sanctuaire. Il faut que ça ne serve qu'à dormir. Est-ce qu'il y a une télévision? Est-ce qu'il y a un ordinateur? Il ne faut pas qu'il y ait de télévision dans une chambre parce qu'on va créer des conditionnements. Est-ce qu'il y a du bruit? Il faut essayer de limiter le bruit. Si on dort avec quelqu'un, par exemple, ce quelqu'un peut être un problème. Hein. Si jamais il ronfle, s'il a des syndromes de jambes sans repos, si lui-même est insomniaque, du coup, on va créer des perturbations. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à faire chambre à part pour dormir correctement. La luminosité de la chambre aussi, il faut occulter vraiment toutes ces fenêtres, il faut vraiment qu'on soit dans le noir total. Et la température, moi je me souviens d'une personne qui avait des problèmes de sommeil, simplement je lui ai posé la question à quelle température était sa chambre. Sa température était à 23 degrés. 23-24 degrés. Et pourquoi? Parce que sa femme était frileuse, etc. Du moment où on a baissé la température à 19, il a dormi comme un bébé. Donc parfois, des petits changements peuvent régler, il n'y a pas besoin de mettre l'artillerie lourde tout le temps, déjà de faire un état des lieux de l'environnement déjà de la chambre. Et puis aussi, est-ce que c'est un lieu de communication? C'est sûr que, comme on disait, est-ce qu'on travaille dans la chambre ou pas? C'est pas terrible parce que sinon on conditionne une activité qui n'est pas de dormir, mais ça peut aussi, il ne faut pas que la chambre, ça soit un lieu où on fait des réunions de famille, où on a des débats houleux avec son conjoint, parce qu'on va aussi conditionner des états de stress ou des états de tension avec ça. Après, il y a un comportement tout bête, mais que si on respecte, ça marche vraiment, c'est que quand on n'a pas sommeil, quand on n'arrive pas à dormir, qu'on est dans son lit, que ça fait plus de 30 minutes qu'on n'arrive pas à dormir, eh bien, on se lève, on sort de sa chambre, on va dans le salon et on fait une activité zen, on fait de la méditation, on va écouter de la musique douce, on va lire un bouquin, etc. Mais on sort de sa chambre. Ça, c'est vraiment quelque chose ça paraît simple, mais personne ne le fait parce qu'on croit que si on reste plus longtemps dans son lit, on a plus de chances de s'endormir, mais pas du tout, c'est tout l'inverse. Donc, il faut déconditionner la chambre avec le fait de ne pas dormir. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Et puis, quand on commence à s'endormir un petit peu sur son canapé, là, on retourne se coucher. Donc, ça, il faut une routine aussi
de sommeil qui est vraiment, vraiment importante. Donc ça, et puis je dirais pour les conseils pour se recaler, on va dire, c'est avoir une régularité. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème de sommeil. Il y a des problèmes, enfin, moi je sais que j'ai pas beaucoup de problèmes de sommeil, je peux me coucher, je peux me décaler un petit peu dans le temps et je reprendrai un cycle assez rapidement. Il y a des personnes qui peuvent très vite, si on change leurs habitudes, complètement dérégler tout leur système biologique et donc leur système de sommeil. Donc pour ces personnes sensibles, il faut des heures de coucher et des heures de réveil réguliers du lundi au dimanche, c'est-à-dire week-end compris. Parce que si on fait une grasse mat le week-end, bon, là, on s'en fout, on est en confinement, donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais après, il faut absolument que pendant le week-end, on reste avec des horaires réguliers, parce que sinon, on décale d'une heure ou deux notre horloge biologique. Et pour certaines personnes, ça peut être dramatique. C'est comme le changement d'heure. Pour certaines personnes, ça ne change rien. Et puis pour d'autres personnes, ça va avoir un vrai problème d'endormissement. Et puis, je dirais, pour terminer, pour les grands, on pourrait rajouter un petit peu, ou François aura peut-être des choses à rajouter, c'est généralement, c'est bien beau de dire, voilà, il faut une bonne hygiène de sommeil, etc. Mais parfois, eh bien, on a des tempéraments un petit peu anxieux, on a une incapacité à avoir de la résilience, parfois, par rapport à des problèmes. Et donc, il faut développer des ressources. Il faut aller développer des capacités que l'on n'a pas, c'est-à-dire de gérer ses pensées. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses pensées? Il y a plein de techniques pour ça, pour régler ça. Apprendre à lâcher prise également et apprendre tout simplement à gérer son stress. Et ça, le stress aussi, c'est quelque chose d'hyper important. On n'a pas le droit de stresser. Si on stresse, il faut comprendre que stresser, on s'enlève des minutes, des heures, des jours de vie. Parce qu'on est en train de détruire notre organisme et notre cerveau. Donc, on n'a pas le droit de stresser et on n'a pas le droit de manquer de sommeil. Donc, il faut absolument prendre ça au sérieux pour notre santé et se faire accompagner si besoin pour essayer de pas aggraver la situation parce que les conséquences sont à plus long terme, mais elles arrivent. Et je vais rajouter juste pour compléter l'hygiène alimentaire. Donc attention à la caféine l'après-midi et en soirée. La caféine a une demi-vie relativement longue, c'est-à-dire que quand vous buvez du café, ça fait effet plusieurs heures et c'est un excitant, donc quelque chose qui perturbe le sommeil. Ça va pas forcément vous empêcher de dormir, mais ça peut diminuer la qualité de votre sommeil. Et la caféine, on en trouve dans le café bien évidemment, mais on en trouve aussi dans le Coca-Cola, dans le chocolat. Donc, ce n'est pas une très bonne habitude de boire un chocolat chaud avant d'aller dormir. Euh, et d'ailleurs, si vous êtes en manque de sommeil, vous pouvez vous sentir excité le matin. Et en fait, si vous êtes excité le matin, ça peut être parce que vous manquez de sommeil. Donc, certaines personnes vont prendre des calmants le matin et vont consommer des excitants le soir. Et c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Parfois, quand on est excité le matin, prendre du café, ça va nous calmer. Ouais. Et je voulais rajouter aussi autre chose, c'est si vous vous déréglez, si vous êtes en train d'aller dans le mur, ne compensez pas par des siestes. Si vous voulez compenser par des siestes, c'est 20 minutes maximum. Au-delà, vous impactez votre rythme circadien. Alors, il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut recommander pour gérer le sommeil des enfants? Thierry, François? Pour gérer le sommeil des enfants, déjà, je pense qu'on en a un peu parlé, c'est-à-dire déjà de les cadrer. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'ils soient stimulés également. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser. Alors, évidemment, la console de jeu, la tablette, c'est un super babysitter, hein, ça, c'est sûr, quand on est en télétravail. Mais il faut prendre ses responsabilités de parents et à un moment donné, il faut alors, ça dépend de l'âge des enfants, évidemment, mais il faut les faire sortir. Donc, effectivement, on a le droit de sortir une fois par jour. Donc, il faut qu'ils aient, surtout quand il fait beau comme ça, il faut qu'ils passent un peu de temps, qu'ils soient un peu stimulés au soleil, ne serait-ce qu'en bas de chez soi, etc. Ça, c'est quand même vraiment important. Et puis, il faut discipliner ses enfants sur les heures de jeu qu'il peut y avoir aussi, ou d'accès à la tablette. Et puis, pas les laisser veiller. Il ne faut pas croire qu'il suffit de dire bonne nuit à son enfant
faites beaux rêves et on se voit demain matin. Votre enfant, s'il a sa tablette et son téléphone, jusqu'à 3 heures du matin, il va être dessus. Hein. Donc, il faut avoir un panier. Nous, on a un panier à la maison où on met nos tablettes et nos téléphones le soir. Tout le monde joue le jeu pour qu'on ait ces bonnes habitudes-là et on le reprend le lendemain matin. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, je dirais aussi, on n'y pense pas forcément, mais ça dépend de l'âge des enfants, mais il faut aussi discuter avec eux. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça peut être anxiogène. Et nous, on a un cortex préfrontal qui s'est développé, voilà, qui est mature. Mais eux, non. Donc, il faut leur expliquer aussi ce qui se passe. Il faut les rassurer. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de stress aussi. Donc, c'est bien le soir de pouvoir discuter aussi un petit peu avec eux, de pouvoir avoir des moments familiaux aussi avec eux pour pouvoir dédramatiser un petit peu la situation et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas cette notion de stress-là parce que eux, ils sont quand même impactés. Hein. Pour eux, c'est un énorme changement on ne se rend pas compte, mais c'est aussi un grand changement pour eux. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire, c'est surtout de les discipliner un petit peu et de faire attention à ce qu'ils font dans leur chambre, avec les tablettes surtout, et puis de les rythmer, d'avoir un rythme. Les enfants ont besoin d'avoir des rythmes, sinon ça va être très compliqué pour eux. Il n'y a plus d'école, donc à l'école au moins ils avaient des rythmes. Donc il faut réinsérer ces rythmes-là pour les enfants. Donc ça c'est… François ? Oui, pour aller dans la même direction que Thierry, sur les enfants en bas âge, un conseil général qui peut aider à les structurer et qui va au-delà de simplement leur donner une bonne qualité de sommeil, mais ça en fait directement partie, c'est le rituel du coucher. Donc pour les tout petits, le fait de leur lire une histoire avant de dormir, de passer un moment en tête-à-tête avec eux pour simplement pas forcément leur raconter des choses, mais les écouter, être là pour eux et avoir une présence rassurante. Ce qui peut leur donner l'occasion de parler de ce qui les stresse, de ce qui les met mal à l'aise, etc., pour qu'ils puissent vider leur sac. Donc ça, c'est très important pour les tout petits. Quand ils grandissent, le rituel peut évoluer avec eux, mais c'est tout à fait possible de continuer jusqu'à l'adolescence. Hein. Il est tout à fait possible avec un adolescent, au lieu de lui raconter une histoire et de lui faire un câlin, de prendre une tisane et de discuter 10 minutes tranquillement avant de les envoyer au lit. Donc, le temps que vous allez prendre avec vos enfants, c'est du temps gagné puisque ces 10 minutes ou ce quart d'heure que vous prenez pour être avec eux et pour leur donner de l'attention, ça va être du temps d'attention dont ils vont disposer le lendemain, qui seront beaucoup moins oppositionnels, beaucoup plus capables de se concentrer sur leurs devoirs et ça va être du temps où vous n'allez pas vous disputer. Donc, vous investissez un quart d'heure, vous gagnez 1 heure de bien-être, au minimum. Alors, en conclusion, on approche de la fin. Thierry, est-ce qu'il y a un site web qui vous appartient ou que vous avez des informations qu'on peut retrouver? Oui, j'ai un site justement sur le sommeil où je conseille un petit peu les gens qui ont des difficultés. C'est secretdusommeil.com. Hein. Donc vous pouvez taper ça dans Google et vous aurez plein d'articles qui pourront vous intéresser sur avoir des stratégies, en tout cas d'accompagnement que vous pourrez mettre en place pour, en tout cas, avoir une vision de vos difficultés de sommeil. Bon, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce vidéo podcast qui était sur le sommeil et le confinement. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre discussion. Merci beaucoup Thierry, merci François. Merci. Et puis, merci à tous. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.